Pour vous, c'était un jour seulement. Et puis la routine a repris ses droits. Pour nous, c'était un jour, et tous ceux qui ont suivi. Je me penche en avant, appuyé sur mes coudes, pour rapprocher mon visage du sien. Ainsi, lorsque je baisse la voix, il entend tout de même distinctement chacune de mes paroles. Ça doit vous rendre dingue de ne pas savoir qui, ni comment, ni pourquoi. Mais vous ne le connaissiez pas, lui. Il semble étrangement mal à l'aise, tout à coup, comme si mon visage était devenu hideux et qu'il ne supportait plus de le contempler. Depuis tout ce temps, vous gardez vos secrets, reprend-il. N'importe qui serait devenu fou à votre place. Alors, pourquoi ? Parce que c'est ce que je voulais. Et c'est toujours le cas ? Mon cœur se met à peser sur ma poitrine. Les secrets sont lourds, aussi lourds que le plomb. Je m'enfonce dans mon siège. Le garde nous observe d'un air impassible, comme si nous étions deux inconnus, parlant une langue étrangère, menant une conversation lointaine et dénuée de sens. Je pense aux autres, ceux qui formaient autrefois un nous. Nous avons fait des choses terribles, mais elles étaient nécessaires, en apparence du moins. En y repensant bien des années plus tard, je ne suis pas sûr que ce soit vrai, et je me demande si je parviendrai à expliquer tout cela à Colborne. Les complications, les rebondissements, l'exodose final. J'examine son visage dénué d'expression, son regard sans détour. Des pas de doigts plissent à présent le coin de ses yeux, mais ceux-ci sont tout aussi clairs et vifs qu'auparavant. « D'accord, dis-je, je vais vous raconter une histoire, mais vous devez comprendre un certain nombre de choses. » Colborne ne bouge pas. Je vous écoute. D'abord, je commencerai à parler après être sorti d'ici, pas avant. Deuxièmement, cela ne doit pas me retomber dessus, ni sur personne d'autre. La loi dit que nul ne doit être jugé deux fois pour les mêmes faits. Et pour finir, ce ne sont pas des excuses. J'attends une réponse de sa part, un mot, un hochement de tête. Mais il se contente de me regarder fixement, aussi silencieux et stoïque qu'un sphinx. J'insiste. « Alors, Joe, ça vous paraît acceptable ?» Il m'adresse un sourire mince et froid. Je pense que oui. Scène 1. Le moment, septembre 1997, durant ma 4e et dernière année au Conservatoire classique de l'Escher. Le lieu, Broadwater, dans l'Illinois. Une petite ville presque insignifiante. L'automne, pour l'instant, avait été très doux. Entrée des protagonistes. Nous étions 7 alors. 7 jeunes gens brillants à l'avenir prometteur, même si nous ne voyions pas plus loin que les livres dans lesquels nous étions plongés. Nous étions toujours entourés d'ouvrages, de mots et de poésie. Toutes les passions les plus ardentes du monde, enfermées dans le cuir et le vélin. C'est pour moi l'une des raisons pour lesquelles les choses ont mal tourné. La bibliothèque du château était une vaste pièce octogonale, couverte d'étagères, encombrée de superbes meubles anciens et chauffée par le feu qui brûlait paresseusement dans l'âtre, quelle que soit la température extérieure. L'horloge posée sur la gigantesque cheminée sonna 12 fois, et nous nous mîmes en mouvement un par un, comme 7 statues venant de prendre vie. « C'est maintenant l'heure sépulcrale de minuit, » déclama Richard. Il était installé dans le plus grand fauteuil comme s'il s'agissait d'un trône, ses longues jambes étendues devant lui, les pieds sur les chenets de la cheminée. Depuis 3 ans qu'il interprétait des rois et des conquérants, il avait appris à s'asseoir ainsi dans tous les sièges, sur scène ou ailleurs. Et demain, à 8 heures, nous serons faits immortels. Il ferma son livre dans un bruit sec. Meredith, pelotonnée comme un chat au bout du canapé, tandis que je m'étais attelé de l'autre côté à la manière d'un chien, demanda en jouant avec l'une de ses longues mèches auburn. « Où vas-tu » ? Richard. Accablé de fatigue, je me hâte vers mon lit. Philippa. Par pitié, épargne-nous ça. Richard. Bref, on se lève tôt demain. Alexander. À l'entendre, on croirait que ça l'inquiète. Rowen, assise en tailleur sur un coussin près de l'âtre et indifférente aux chamailleries de nos compagnons, lança. « Vous avez tous choisi vos extraits ? Je n'arrive pas à me décider. » Moi. « Pourquoi pas Isabella ? Tu la joues parfaitement. » Meredith. « Mais Mesure est une comédie, idiot. L'audition est pour Jules César. » « Je ne sais pas pourquoi nous nous donnons la peine de passer une audition, » déclara Alexander. À demi étalé sur une table dans la pénombre du fond de la pièce, il saisit la bouteille de scotch posée près de lui. Il remplit son verre, en but une grande goulée et fit la grimace. « Je pourrais répartir tous les rôles de cette satanée pièce dès maintenant. »« Comment » m'exclamai-je. « En ce qui me concerne, je ne sais jamais ce qui va me tomber dessus. »« C'est parce qu'il t'assigne ton rôle en dernier, » rétorqua Richard.